Bienvenue dans Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent, de thunes, de pognon de manière simple, décontractée et fun. Moi c'est Delphine Pinon, seule ou avec mes invités, je parle aussi bien de budget et de notre rapport à l'argent que de placements financiers pour notre épargne. Budget Chéri, c'est le seul podcast où l'on parle de vos préoccupations d'argent au quotidien. Pourquoi est-ce que je me sens obligée de faire des cadeaux qui coûtent cher ? Comment tenir un budget avec un ou une panier percé à la maison ? Ou encore, pourquoi ai-je toujours le sentiment que les autres s'en sortent mieux que moi ? Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous recommande l'épisode anniversaire dans lequel des auditeurs parlent de l'épisode qui a changé leur vie. D'autre part, sachez que j'ai de grandes ambitions pour ce podcast. Je souhaite aller chercher des invités de plus en plus incroyables. Et savez-vous qu'un des meilleurs moyens de convaincre un invité, c'est de lui montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux, mais aussi sur iTunes et notamment avec les notes que l'on peut laisser sur Apple Podcast. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, allez dès maintenant, tout de suite, ajouter un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est le meilleur moyen de convaincre mes futurs invités de se livrer comme jamais derrière mon micro. Avant de vous parler de l'épisode du jour, j'ai une annonce spéciale Imo Chéri à faire et ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé d'Imo Chéri. Je lance un tout nouveau programme d'accompagnement de 3 mois pour débuter dans la sous-location professionnelle avec moi. Ce programme est encore en pré-vente, à prix doux, jusqu'au lancement officiel qui devrait avoir lieu environ dans 2 semaines. La sous-location professionnelle, c'est l'investissement idéal pour se créer un revenu complémentaire en sous-louant légalement les biens des autres sans avoir à emprunter à la banque et avec seulement une petite mise de départ. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir été reçue par Mathieu Stéphanie dans son super podcast La Martingale pour en parler. Mathieu, c'est notamment l'homme à la voix grave qui se cache derrière le podcast à succès Génération Do It Yourself. Dans La Martingale, il parle principalement d'investissements en tout genre. Donc, tous les liens d'écoute sont en description de cet épisode, ainsi que les liens d'inscription au programme Start Sous-Loc. Passons maintenant à l'épisode d'aujourd'hui. Le sujet du jour est d'ordinaire sérieux, sensible, parfois même grave, mais comme toujours avec moi, ça ne le reste pas longtemps. Combien vais-je toucher après ta mort ? En fait, j'aurais dû dire combien vais-je payer après ta mort ? Parce que c'est la question qui a obsédé mon invité, Olivier Noël, à un moment de sa vie où il a cru mourir. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants ? Vont-ils pouvoir garder la maison ou seront-ils obligés de la vendre pour payer les frais de succession ? Une fois sorti d'affaire, cette question a continué d'obséder Olivier et comme il n'a trouvé aucune réponse simple, il a décidé de la créer lui-même avec masuccession.fr, un algorithme surpuissant qui intègre toutes les règles de droit, qui permettent de calculer les frais de succession et il y en a des milliers. Et moi-même, après avoir enregistré cet épisode, j'ai fait l'exercice d'aller calculer le montant des frais de succession dont je devrais m'acquitter en cas de décès de mes parents. Et j'ai halluciné du montant que j'ai découvert. 66 000 euros. 66 000 euros de frais de succession à répartir entre ma sœur et moi. Ce chiffre, il a agi comme un électrochoc pour moi. Et il m'a permis du coup d'initier une discussion avec mes parents qui l'ont accueilli avec beaucoup de bienveillance, qui étaient même très intéressés par le sujet, contrairement à ce que j'avais pu imaginer. Alors à quel moment doit-on réellement s'intéresser à ces choses-là ? Comment calculer ces futurs frais de succession et comment les réduire ? Pourquoi aucun professionnel du droit, notaire, avocat, fiscaliste, conseiller en gestion de patrimoine ne sait calculer les frais de succession avec précision ? Les règles de succession sont-elles toujours égalitaires ? Comment régler sa transmission d'entreprise au mieux ? Et comment réagiriez-vous si vos parents décidaient de dilapider votre héritage au lieu de vous le transmettre ? Ce sujet de la transmission, de l'héritage, du patrimoine m'a passionnée et je pense que j'y consacrerai un nouvel épisode un jour. Mais sans plus attendre, je vous laisse en notre compagnie et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Olivier. Bonjour Delphine. Alors c'est un épisode qu'on aurait dû tourner il y a 2, 3, 4 mois déjà et puis on se retrouve à l'enregistrer aujourd'hui en plein confinement. Donc je suis très 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 heureuse enfin qu'on puisse évoquer ce sujet et qu'on puisse parler ensemble sur cette thématique de la transmission, de l'héritage, du patrimoine. J'en suis ravi aussi. Alors, tu es fondateur de masuccession.fr, mais aussi de maretraite.fr et de labienveillancefinancière.fr.
Donc tout un réseau de sites internet qui offrent des solutions à des particuliers. En fait, masuccession.fr, parce que ça va être le principal sujet de notre discussion aujourd'hui, concrètement, c'est un service en ligne d'optimisation successorale et patrimoniale destiné aux particuliers. On peut dire ça comme ça ? On peut le résumer comme ça, avec un point fort quand même, c'est que volontairement depuis l'origine, et j'y tiens énormément, je veux que tout le monde, chacun d'entre nous, soit en mesure de connaître le montant de ses frais de succession à date, parce que c'est un indicateur, un montant en chiffres, que vous ne trouverez pas sur le marché, étonnamment. Personne ne va vous l'indiquer. Je vais vous donner un exemple concret. Si je me tue demain en scooter, mes enfants auront un montant de frais de succession à payer et je voulais que ce montant, tout le monde puisse le connaître tous les jours, s'il en a envie. Et c'est exactement ce qu'on fait au travers de masuccession.fr. Et en fait, ton obsession, elle vient d'un douloureux épisode que tu as traversé dans ta vie personnelle, parce que tu n'as pas toujours fait ça, en fait. C'est vraiment un épisode de vie qui t'a fait prendre conscience de ces questions, de combien je vais léguer, qu'est-ce qu'auront mes enfants s'il m'arrive quelque chose, et qui t'a poussé, du coup, à créer masuccession.fr. Ouais, très, très clairement, j'ai transformé une catastrophe personnelle en un truc qui a changé ma vie et qui, j'espère, va changer la vie des autres. J'ai effectivement été confronté à un énorme pépin neurologique et dans le pire des moments où vraiment je pensais que j'aurais plus que quelques jours à vivre, ma principale question était de me dire quel est le montant si jamais je disparais, donc, quel est le montant que que mes enfants auront à régler. Et j'ai appelé tous mes copains, mes notaires, les avocats, les banquiers, les assureurs, enfin vraiment tout mon écosystème, et personne n'était capable de me donner ce montant. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une espèce de sentiment de lâcheté de ma part, de ne jamais avoir regardé ni préparé. Alors, aucun d'entre nous n'est préparé à ce genre de situation. Mais j'ai trouvé ça tellement catastrophique à ce moment-là que je me suis juré que si je m'en sortais, tout le monde pourrait demain avoir ce montant à sa disposition en l'espace de moins de 20 minutes. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. C'est pour ça que je dis j'ai transformé cette catastrophe en événement hyper important de ma vie, puisque maintenant ça porte l'entreprise. On est 11 salariés aujourd'hui et je suis en train d'introduire ce changement à la fois auprès du grand public, par des sites grand public, mais aussi auprès des professionnels. On en parlera tout à l'heure parce que je travaille pour des banques, des assureurs, bientôt des notaires. Et voilà, je suis clairement ravi de cet incident qui est un épisode catastrophique de ma vie. La tournure est sympathique. D'ailleurs, si on remet dans le contexte, en fait, il faut comprendre que tu étais père célibataire, que tu avais 2 adolescents. Alors, j'imagine que, je sais, c'était il y a combien de temps ça, à peu près? 5-6 ans? Alors en fait, ouais, il y a un peu plus, il y a 7 ans, 8 ans maintenant, effectivement, j'ai élevé avec talent. Non, j'ai un peu ramé. J'ai élevé Charles et Julie qui ont maintenant tous les deux 28 et 30 ans et qui sont dans la vie active. Donc, Dieu merci, j'ai bien fait mon job. Mais donc voilà, c'était ma situation de l'époque. Hein. Et alors, alors, toi, ta préoccupation, c'était effectivement quels vont être les droits de succession que mes enfants auront à payer, parce qu'il faut comprendre que la conséquence, c'est que s'ils sont trop élevés, tes enfants se retrouvent à devoir emprunter pour les financer ou vendre des biens. Alors, je ne sais pas si tu étais propriétaire à ce moment-là, mais vendre des biens pour pouvoir payer la succession. Donc, la peur derrière le montant des frais de succession, c'est que tes enfants se retrouvent dans une situation financière finalement peut-être un peu moins avantageuse qu'ils n'auraient pu l'être, voire qu'ils se trouvent déstabilisés financièrement par ce contexte-là. Est-ce que les gens qui viennent te voir, c'est aussi leur problématique, ou tu as tout un tas de panels de peurs et de préoccupations auxquelles tu as affaire? Très clairement, je suis ravi, il y a toute une frange de la population aujourd'hui qui se préoccupe du sujet. Alors, on va pas se mentir, c'est un sujet qui fait beaucoup de bruit. Hein. Il y a 200 milliards d'euros de patrimoine
qui transitent d'une génération à l'autre tous les ans, donc c'est un montant colossal. Derrière ça, il y a 14 milliards d'euros de frais de succession qui sont à la charge de ceux qui restent, hein, puisque c'est un impôt que vous recevez dès que vous êtes mort, en fait, hein, qu'on met la charge de votre famille. Et 14 milliards d'euros, pour vous donner une idée, ça représente tout ce que les touristes dépensent à Paris tous les ans en période normale. Donc, c'est 14 milliards d'euros sur des biens qui parfois peuvent être simplement la résidence principale, hein, c'était mon cas à l'époque, c'est-à-dire que si jamais j'étais mort, si jamais mes enfants avaient eu des frais de succession à payer, ils étaient à court ou moyen terme, il y a un petit délai de paiement quand même qui va jusqu'à 3 ans dans certains cas, ils étaient condamnés à vendre notre résidence principale pour régler ses frais de succession. Donc, il y a un côté double peine dans le truc, hein, c'est-à-dire que moi, j'étais plus là, et en plus de ça, c'est des gamins qui, à 22, 23 ans, étaient contraints de quitter le domicile familial sous pression économique. Donc voilà, il y a un côté hyper injuste dans le truc. Hein. C'est pour ça que je parle souvent de lâcheté fiscale, parce qu'on manque clairement de maturité par rapport à ça. Et c'est pour ça que nos anciens, ceux d'après-guerre, qui sont terriblement accrochés à leur patrimoine, ont un peu de mal à envisager qu'il ne soit pas possible économiquement de transmettre. C'est pour ça que la plupart d'entre eux ne le préparent pas aujourd'hui. Et on a en revanche de plus en plus de gens beaucoup plus jeunes qui se disent « mais si jamais mes parents sont plus là, quel va être le montant des frais de succession à notre charge ?» Et voilà, tout le sens de ce que je réalise, c'est rendre les gens plus matures à ce sujet. Il faut le prendre avec plus de légèreté. C'est pour ça que j'adore le titre de ce podcast, Delphine. Mais il faut également être beaucoup plus responsable. Voilà, derrière un patrimoine, il y a un risque économique, en fait, qui est lié à la mort de quelqu'un. Alors, qui vient te voir? Est-ce que ce sont les enfants? Est-ce que c'est la personne qui veut préparer sa propre succession ou éventuellement son conjoint? Qui vient te voir? Alors aujourd'hui, on est quasiment à égalité entre des enfants qui sont inquiets parce que leurs parents n'ont pas préparé leurs frais de succession. C'est quelque chose qui manque. Mais c'est lié aussi à la fracture numérique, on le verra tout à l'heure. On a aussi beaucoup de personnes beaucoup plus âgées, 70, 75 ans, qui se préoccupent du sujet, qui découvrent au travers du digital, pour les meilleurs, parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui ont 70 ans qui décrochent par rapport au digital. Et le truc le plus terrible de toute cette histoire, c'est que jamais personne ne les a alertés sur le sujet des frais de succession. Donc, pour répondre à ta question clairement, 50% de gens qui sont des pseudo-héritiers, mais qui sont aussi conscients qu'il y a des frais de succession, et 50% des gens plus âgés qui, je pense, en famille, calculent leurs frais de succession et décident d'intervenir ou pas. Et d'ordinaire, en fait, c'est quoi moi, j'ai l'impression que le circuit normal, c'est donc soit on s'informe pas, donc il y a les gens qui font un peu l'autruche, soit on essaye de s'informer par bribes sur Internet, et là, en fait, on se rend compte que c'est ingérable parce qu'il y a autant de cas que de situations, et finalement, la troisième option, qui est presque un peu décourageante, mais c'est d'aller passer la porte d'un professionnel. Et là, il y a peu de Français. Déjà, c'est quel professionnel aller voir? Est-ce qu'un notaire a les réponses à ça? Est-ce qu'il faut aller voir un fiscaliste? Est-ce qu'il y a des conseillers dans ma banque qui sont qualifiés pour ça? Est-ce qu'il faut avoir un certain patrimoine pour... voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent non, mais moi, j'ai juste ma résidence principale, ça me concerne pas, ce genre de choses, tu vois, alors que tu l'as dit, enfin, ton exemple prouve le contraire. Mais... Tu vois, du coup, le fait même qu'il faille aller voir quelqu'un sans savoir qui exactement, en général, déjà, c'est rédhibitoire, quoi. Delphine, c'est le gros problème de mon innovation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innovations qui permettent de matérialiser très vite quelque chose. Je pense à Uber. Bon, avant, il y avait des taxis. Aujourd'hui, il y a Uber. Moi, le problème de mon innovation, c'est qu'elle n'est pas matérialisable. C'est-à-dire que personne ne faisait ce job avant. Et si vous interrogez tout simplement les gens autour de vous, en posant la question suivante, est-ce que tu connais le montant de tes frais de succession? Il y a moins de 0,01% de la population qui sera en mesure de vous répondre. Et j'en veux terriblement à tout l'écosystème existant, et c'est pour ça que je travaille avec eux et qu'ils travaillent avec moi d'ailleurs, parce que rien n'était organisé jusqu'à maintenant sur le sujet. La succession, dans 99% des cas, les gens qui parlent d'une succession,
c'est une succession post-mortem. Et tout le sujet, c'est d'anticiper la succession pour éviter d'avoir à payer des frais. Et si on s'organise avant, il n'y a pas de frais à payer. Et donc, ça fluidifie complètement tout le système. Et ça évite des catastrophes économiques et familiales dans tous les sens. Donc, mon vrai combat, c'est celui-là, c'est de le faire savoir. Et non, ça n'existe pas dans le monde réel. Malheureusement pour moi, peut-être parce que j'irai beaucoup plus vite. Personne n'a fait ce job dans le monde réel. Et c'est le digital qui nous permet de le faire aujourd'hui. Ce que tu veux dire, c'est que en fait, chacun des professionnels que j'ai cités a un peu du savoir qu'il faudrait mobiliser pour préparer correctement une succession, et qu'en fait, c'est très rare qu'on retrouve un professionnel qui connaisse les exhaustivités. Alors parce que il y a du droit, il y a de la fiscalité. Il y a peut-être d'autres choses, mais si tu veux, il y a la connaissance des produits de placement et d'investissement. Tu as un conseiller en gestion patrimoine, par exemple, pour toi, c'est pas quelqu'un de qualifié sur ces sujets-là? Oui et non. Le problème d'un conseiller en gestion de patrimoine, s'il le fait, il le fait entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire avec des outils un peu empiriques maintenant. Et ça nécessite à minima 2 à 3 jours de travail de quelqu'un. Ça veut dire que c'est un coût de réalisation de l'ordre de 4 à 6 000 euros par cas client. Et le gros avantage d'avoir digitalisé tout ça, alors d'abord, il y en a très peu qui le font. Hein. Il y a quelques banques privées qui le font, mais pour une banque privée, pareil, c'est 6 000 euros de coût et il n'y a pas un client qui est prêt à les payer au départ. La grosse force d'avoir digitalisé tout ça, c'est que pour tout vous avouer, ça nous revient à beaucoup moins de 27 euros de produire l'ensemble d'un calcul et d'une étude. Mais on a investi 1,6 million d'euros dans notre technologie pour parvenir à ça. C'est-à-dire qu'avant, c'est quelque chose qui existait, qui était réservé à quelques-uns. Aujourd'hui, on peut le mettre à la portée de tout le monde parce qu'on a réussi à le digitaliser. Mais non, vous ne trouverez pas sur le marché traditionnel, CGP, banque, assureur, y compris notaire, ils le font de moins en moins. Et je le sais puisque je travaille avec tout cela aujourd'hui. Donc, si eux-mêmes travaillent avec moi, c'est qu'effectivement, ils ont du mal à produire la même chose. Et au-delà du calcul des droits de succession, il y a quand même, tu le disais, en fait, tout le gros du travail se fait ante-mortem. Et donc, du coup, la question, c'est comment est-ce que j'organise mon patrimoine? Qu'est-ce que je dois faire comme changement dans ma façon de... Est-ce que je dois passer un bien familial en SCI? Est-ce que je dois mettre tant d'argent sur une assurance vie? Enfin, voilà, tous ces arbitrages-là, du coup, ça fait partie d'un package de recommandations, ou alors, toi, en fait, ta technologie, elle sert entre guillemets, à pondre ce fameux chiffre qui est censé agir comme un déclic, et ensuite de te rediriger vers, cette fois-ci, un conseil humain sur la gestion de ton patrimoine. C'est un petit peu plus simple et compliqué que tout ça. C'est-à-dire que... En fait, il n'y a rien qui est complètement simple, il n'y a rien qui est complètement compliqué dans cette histoire de succession et d'héritage. Mais je vis beaucoup de paradoxes, donc je n'ai pas de problème avec ça. En fait, apporter un résultat frais de succession à tout le monde et gratuitement, ça c'est complètement automatisé, et faites-le réellement, je vous y engage, parce que voilà. Donc ça c'est le truc simple. Derrière ça, on a 4 milliards de solutions fiscales, financières et juridiques qui me permettent de répondre à l'intégralité des situations économiques clients. C'est-à-dire que quelle que soit ma situation économique à un instant T, si je connais le montant de mes frais de succession, si je décide d'intervenir ou pas, j'ai forcément derrière les meilleurs moyens de réduire les frais de succession. Puisqu'en moyenne, pour tous les clients, que ce soit sur le grand public ou la clientèle des professionnels, on les réduit de 74%. La seule condition pour réduire par anticipation de 74% tous ces frais de succession, c'est de s'en occuper le plus tôt possible, c'est-à-dire entre 50 et 60 ans. À partir de ça, on a vraiment toutes les solutions à notre disposition. Et souvent, on me dit, ta techno est extraordinaire. Oui, elle est extraordinaire, ma techno, elle nous a coûté très cher. Mais en fait, elle nous sert à révéler leurs droits légaux aux gens,
parce que les gens Et n'utilisent oui, pas leurs droits légaux. C'est aussi simple que ça. et Mais oui. effectivement, il nous fallait une machine d'une puissance incroyable pour que chacun puisse simplement exploiter ses droits légaux. Et c'est ce qu'on fait. En fait, c'est, ton ton outil, c'est une base de données, exhaustive qui référence, les situations et les règles de droit, hem et qui n'existait pas avant, en fait. Non, c'est un système d'information, je te le confirme, qui n'a jamais été exploité ni par des notaires, ni par des CGP, ni par des banquiers, ni par des assureurs. Et c'est pour ça Mmh. que tous ceux travaillent avec moi au-delà du grand public. OK. L'autre truc très fort, si je puis me permettre, Mmh. c'est que pourquoi je travaille avec les professionnels? Parce que ça réinscrit les produits financiers dans le cadre d'un objectif économique client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu comme l'information sur l'héritage et les transmissions, vous allez trouver un tas de blabla dans tous les sens. Le problème d'un produit ou de l'information comment dire, mal centralisée, c'est que on peut me proposer le meilleur produit financier du monde, s'il colle pas de mes objectifs économiques à moi, il a strictement aucun intérêt. Et en fait, je réinscris dans le bon ordre l'intégralité d'actes notariés, de produits financiers, de montages juridiques. Voilà, je remets tout dans le bon ordre d'un particulier en fait. Alors, évidemment, j'avais envie quand même qu'on fasse une petite, partie, règles de droit sur, la manière dont fonctionne, la succession, l'héritage, puisque rappelons quand même, le but c'est combien est-ce que je vais toucher? Il y a combien je vais payer, mais combien je vais toucher quand même, après ta mort, c'est le sujet de mon épisode. L'héritage, il est composé d'une partie dont le donateur peut disposer, librement, ce qu'on va appeler la quotité disponible, et le reste qui est distribué entre les héritiers. C'est la réserve héréditaire et dans des proportions qui sont définies par la loi en fonction de la situation matrimoniale du défunt, de son testament aussi, et avec au premier rang des héritiers, ce qu'on appelle justement les héritiers réservataires, les enfants et le conjoint. Donc ça, c'est pour les principes, de base. Le conjoint marié sous le régime de droit commun hérite de la moitié de la réserve héréditaire. Le conjoint non marié ou pacsé n'hérite de rien, sauf s'il y a un testament, mais dans ces cas-là, les frais de succession sont exorbitants. C'est 60%, j'ai noté. C'est très bien de le souligner, Delphine, parce que personne ne le sait, il y a beaucoup de très mauvaises surprises sur le sujet. Ouais, alors on avait un peu évoqué le sujet dans un autre épisode sur le couple avec l'épisode 16 avec Héloïse Boll. Sur voilà, des fois on n'est pas pressé de se marier, on trouve que le pacte c'est bien, ou le concubinage c'est bien aussi, surtout lors une nouvelle union. Les gens se marient, se divorcent, et ensuite il peut y avoir des frilosités après, quand on se remet en union, à se remarier, etc. Il faut juste savoir que ça n'a pas du tout le même impact fiscal, même avec testament, sur les ayants droit, et notamment le conjoint qui hérite d'une partie, quoi. Et sur le principe, en théorie, sur le papier, toutes ces dispositions sont censées être égalitaires. Et en fait, moi, ce que j'ai découvert en préparant cet épisode, c'est que il y a le droit tel qu'il est énoncé, et il y a les implications du droit. Et en fait, à de nombreux égards, en fait, le droit en termes de succession peut être assez inégalitaire, sans qu'on s'en aperçoive nécessairement. Et par exemple, j'ai recueilli un exemple quand j'ai préparé cet épisode, surtout dans le cas d'une famille recomposée. Prenons monsieur et madame, ou monsieur et monsieur, ou madame et madame. Peu importe si c'est couple hétéro, couple homosexuel, ça n'a aucune importance. Mais dans un couple, dans le cadre d'une nouvelle union où chacun a un enfant d'une précédente union, si par exemple, comme c'est souvent le cas, monsieur décède en premier, la moitié de son héritage va revenir à sa conjointe, enfin sa femme, puis s'il s'est remarié. Et une fois que la femme décédera,
cet argent va revenir au beau-fils ou à la belle-fille. Et donc techniquement, en fait, son enfant à soi de sa précédente union peut être lésé et peut toucher moins que son beau-fils ou sa belle-fille si on meurt en premier. Et ça, j'avais jamais imaginé. J'avais jamais imaginé cette situation, mais typiquement, si on n'en a pas du tout conscience, jamais on va prévoir des dispositions pour recréer une égalité. Et effectivement, on se retrouve à ce que son enfant, légitime, enfin, en tout cas le sien, son enfant biologique qu'on a eu d'une précédente union, qui finalement va hériter de moins que les enfants de sa nouvelle femme ou de son nouvel époux. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a plein de vrais gros sujets comme ça. Là, pour le coup, c'est des sujets que l'on ne peut pas automatiser. Donc, je peux donner un avis qui confirme ce que tu es en train de dire et qui est de plus en plus fréquent et qui pose de plus en plus de problèmes dans les familles et des gros problèmes parfois. Mais là, je dirais qu'on est en étape 2, c'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît le montant de ses frais de succession, une fois qu'on est conscient des enjeux économiques derrière, on peut tout à fait faire appel à un ingénieur patrimonial dont c'est le vrai job d'étudier chaque situation dans le détail, de, entre guillemets, remettre dans les bonnes positions tout le monde pour être sûr qu'il n'y ait pas des injustices économiques de ce type. Mais ça demande un vrai gros boulot d'ingénieur patrimonial, et ça, on n'arrive pas du tout à le digitaliser. Mais retenez bien que ça, c'est un métier d'ingénieur patrimonial. Vous en entendrez rarement parler parce que c'est des expertises qui ne sont pas à la disposition du grand public. Ou très rarement. Alors que n'importe qui pourrait avoir besoin de ce type d'expertise. C'est ça qui me gêne quand j'ai commencé à creuser ce sujet, c'est que ça donne vraiment l'impression que on fait tout pour que le commun des mortels n'ait pas accès à ses droits ou même presque ne comprenne pas en fait ce qui va lui arriver, quoi. Delphine, pour tout avouer, cette expertise de l'ingénierie patrimoniale, c'est celle que j'ai en partie digitalisée. Donc c'est un sujet que je connais bien. Le problème, c'est que l'université, enfin, il y a plein de gens qui forment des ingénieurs patrimoniaux et il y a plein de gens très bien. Le problème, c'est que des gens sont des gens que vous verrez jamais parce qu'ils travaillent, ils sont localisés dans des banques privées et ils ne travaillent que sur des très gros clients dans le cadre d'assurance. Mais en aucun cas, cette expertise est à la disposition du grand public. C'est pourtant la seule expertise qui peut répondre à toutes les problématiques hyper spécialisées pour des humains. Sur tous les volets, les mêmes que j'évoquais tout à l'heure, le fiscal, le financier, le juridique. Si on a défraîchi le terrain, qu'on amène une partie des informations sur le bureau d'un notaire, il peut pas, lui, être en mesure de nous aiguiller? Delphine, un notaire a pour vocation de réaliser des actes. La partie de conseil des notaires est très réduite. Ils en font de moins en moins. Ils vont se mettre à en faire, mais dans les médias, ils en font de moins en moins. C'est des gens qui facturent un pourcentage sur un acte qui est lié à une valeur. Et cette valeur, c'est souvent le patrimoine. Donc, ils savent très bien gérer une succession post-mortem. Ils ne savent pas comment conseiller des gens avant la gestion d'une succession post-mortem. C'est ce que j'évoque, c'est toute l'anticipation amont qui consiste à faire en sorte que les gens payent le moins possible. Donc, cette expertise-là, seuls les ingénieurs patrimoniaux le font pour quelques clients très fortunés. Mais le coût d'un ingénieur patrimonial en France est un coût très élevé, et donc c'est pour ça que c'est rarement à la disposition du grand public. Alors toi qui as acquis au fil du temps, alors tu n'es pas toi-même ingénieur patrimonial, mais bon, à un moment donné, on ne peut pas faire ce que tu fais sans avoir acquis une certaine expertise. Et si on avait des grandes lignes et les grandes tendances, bien qu'on comprenne qu'il y a quasiment autant de solutions que de situations, mais si on pouvait donner des grandes tendances sur quels sont les dispositifs à mettre en avant ou à privilégier, en fait, si on devait en choisir 2 ou 3, et que tu conseillerais aux gens d'aller s'intéresser ou de se renseigner sur ces dispositifs-là, tu penserais à quoi? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. S'en préoccuper le plus tôt possible. Vous avez des franchises de droits tous les 15 ans de 100 000 euros à ses enfants qui Sur les donations? Qui permettent de transmettre du patrimoine, par exemple en nue propriété.
Donc ça permet de diminuer considérablement la valorisation des biens immobiliers. Hein. Au-delà de l'argent, je vous rappelle que entre guillemets, la richesse des Français à 80% est composée de biens immobiliers et que l'évolution de ces biens immobiliers pose de nombreux problèmes à beaucoup de familles. Et donc, effectivement, s'amuser à utiliser, exploiter ces droits de 100 000 euros tous les 15 ans permet mécaniquement, par le biais des donations, de baisser la valorisation des biens à terme au jour de la succession. Mais c'est pas dans la culture française de distribuer de la nue propriété à ses enfants aujourd'hui encore, malheureusement. Non, alors qu'en fait, on se retrouve souvent à décéder en étant propriétaire d'un bien, le ou les enfants se retrouvent propriétaires en indivision. Bon, est-ce qu'on garde le bien? Est-ce qu'on garde pas le bien? Il y a toujours un qui veut récupérer l'argent, un qui aimerait bien garder le bien. Enfin, déjà, c'est relou. Et en plus, comme tu dis, bah, tu vas payer des droits de succession sur la vente, en fait, du bien. Et quand il y a plusieurs enfants, il y a quasiment toujours vente, enfin, au bout d'un moment, sachant qu'il suffit qu'il y en ait un qui veuille vendre pour que tout le monde soit obligé de vendre. Et donc, effectivement, il y a ce dispositif où on peut, avant de décéder, transmettre ce qu'on appelle la nue propriété. Donc, les enfants sont nus propriétaires des murs et en tant qu'occupants de la maison, on garde l'usufruit et le fruit de tous les revenus si on veut, si c'est des biens locatifs et que ce ne sont pas des biens habités, par exemple. Ou si on part en maison de retraite et que cette maison est mise en location. En fait, je vais dire un truc très violent, mais à partir du moment où on est une famille qui s'entend bien, on se parle clairement et tout le monde est transparent, on arrive dans 99% des cas à ne pas payer de frais de succession juste avec cette mécanique de donation tous les 15 ans de 100 000 euros de propriété. Si on s'y prend à 50 ans, il n'y aurait pas 1 euro de frais de succession qui rentrerait dans les caisses de l'État. Après, c'est une question de confiance dans la famille, de clarté, de transparence. Et c'est pour ça que tout ce qui peut mettre en œuvre le fait que ce sujet soit plus tabou est hyper important, puisqu'on voit bien que si ça se déroule pas comme ça, la probabilité que ça tourne à la catastrophe économique, elle est de 95% derrière. Et quand tu me disais tout à l'heure que les enfants, tu avais autant d'enfants qui venaient te voir inquiets de la non-préparation de la succession de leurs parents que des parents eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils te disent quand ils viennent te voir? Ils le font en cachette, entre guillemets, ou en préparation du terrain? Ou en toute, je veux dire, en liberté. Et pourquoi ils le font eux et ils le font un peu en cachette? Eh ben Delphine, je vais t'étonner, mais c'est des gens qui sont plus responsables que leurs parents. Et c'est ce qui est dramatique. Mais c'est un peu comme l'écologie. Hein. Il y a d'autres sujets là-dessus. C'est-à-dire qu'on retrouve une génération plus jeune qui est plus responsable que ses parents. Les parents ayant tendance à dire il n'y a pas de souci, j'ai un notaire. Ça, c'est le meilleur moyen de clore toute discussion, parce que on l'a vu, c'est pas parce qu'on a un notaire ou qu'on connaît un notaire qu'on échappe aux frais de succession. Et donc, ils sont complètement conscients de la mécanique, complètement conscients de la problématique, ne veulent pas être, entre guillemets, pénalisés et ne veulent pas que ce soit un problème familial. Et on a souvent une personne dans une famille qui est beaucoup plus responsable que les autres et qui va inciter les autres à bouger sur le sujet, même si les gens n'osent pas en parler, même si c'est gênant, même, voilà. On a souvent un leader dans une famille qui prend le sujet à bras-le-corps et qui devient un petit peu le porte-parole de la famille sur le sujet. Et on est ravis de leur amener des résultats pour mettre sous les yeux la problématique, et ça facilite grandement l'avancement du traitement de la famille. Est-ce que le problème, c'est que quand on est ce porte-parole, justement, on ne devient pas le type intéressé, quoi? On passe pour le mec ou la meuf intéressée, le mec ou la meuf vénale, celui, en gros, bah, en fait, tu protèges tes propres intérêts, voire même, tu peux passer pour celui qui veut dépouiller papa-maman, quoi. Eh ben, pas tout à fait. Le dernier cas que j'ai en tête, c'est un client qui est venu nous voir, qui avait des parents qui avaient une très beau patrimoine. Il a réussi à prouver et à ses parents et à ses frères et sœurs
qu'ils allaient être confrontés à 420 000 euros de frais de succession. Donc Oh. il a carrément posé la question à toute la famille en disant bon ok, on fait rien, on s'en occupe pas, on préfère passer des dimanches tranquillou sans s'engueuler. On va avoir un jour ou l'autre 420 000 euros de frais de succession à régler. Comment est-ce que vous voulez qu'on aborde le sujet maintenant ou on laisse courir? Et du coup, un peu grâce à nous, il a réussi à faire basculer sa famille en mode raisonné par rapport à la problématique. Mais c'est un sujet tabou depuis 10 ans. Hein. Tu veux dire, avant, c'était pas tabou ou... Non, avant, c'était totalement tabou. Et une fois qu'il a ramené le chiffre des enjeux économiques sur les frais de succession, les fameux 420 000 euros, je peux te dire que ça a intéressé tout le monde du jour au lendemain. Et alors, ce que tu conseilles, c'est finalement d'avoir une approche assez factuelle des choses. Peut-être quand tu es un des enfants de la fratrie, ou même enfant unique, hein, d'aller chercher au moins une partie de l'information. Donc pourquoi pas sur masuccession.fr et de poser la question, enfin d'amener le sujet de manière entre guillemets un peu froide et factuelle, c'est-à-dire j'ai pris les devants de m'informer sur ce sujet parce que ça m'intéresse et que de manière générale je suis en train de préparer mon avenir sur d'autres sujets, donc sur celui-là comme sur d'autres, et je me préoccupe de votre avenir aussi, à vous aussi, et voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça et maintenant que je le sais, je vous pose la question, mais moi je sais que je vais pas pouvoir rester les bras croisés. C'est un peu l'approche que tu préconises du coup. C'est exactement pour ça, et c'est aussi pour ça que les résultats sur les frais de succession sont toujours gratuits pour tout le monde sur notre site. Alors, on a deux catégories de gens. Hein. On a des gens qui ont des gros patrimoines avec des gros montants. On a des gens qui nous remercient de s'apercevoir qu'ils n'ont pas de frais de succession. Après tout, tout le monde n'est pas concerné par les frais de succession, mais au moins tout le monde a un résultat précis sur le sujet. Et c'est aussi ça, et c'est pour ça que nos résultats sont toujours gratuits partout. Est-ce que ce qui rend pas aussi, on dit toujours que dans les questions d'héritage, il y a les questions d'héritage financier, mais il y a aussi les héritages affectifs. Il y a ça qui rentre en compte, c'est-à-dire ce qu'on va me transmettre, c'est la préférence de papa pour un tel, c'est une espèce de lourdeur du passé qui fait que ça rend le sujet particulièrement ouais, mais en difficile et gênant. Je comprends parfaitement ce que tu évoques, mais le préambule à tout ça, c'est bien l'économie. Parce que je peux être viscéralement attaché à un bien. Si la famille n'a pas les moyens de régler la frais de succession, ce bien disparaîtra de toute façon. Donc le préambule à se dire je suis attaché à un bien, je veux le garder par rapport à mes frères, sœurs et autres, ça n'a aucun sens si économiquement, au moment du décès, les frais de succession ne sont pas réglés. Tout à l'heure, je parlais d'égalité, inégalité dans la succession. Donc on dit toujours en France c'est ultra égalitaire, on ne peut pas déshériter quelqu'un. On se rend compte qu'en fait dans les faits, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, mais pour plein d'autres, il y a plein de dispositifs qui permettent un peu de contourner et de donner un petit peu des billets en plus à l'un vis-à-vis de l'autre. Et en fait cet épisode m'a permis de me poser la question, mais est-ce que l'égalité, et en fait là je vais sortir, c'est presque un avis personnel que je te demande par rapport à toutes les situations auxquelles tu as été confrontée, mais est-ce que l'égalité est complètement souhaitable d'un point de vue humain, c'est-à-dire que tout au long de sa vie, on a des enfants qui n'ont pas les mêmes besoins, on peut avoir des enfants malades, handicapés, qui ont besoin de plus d'attention financière. On peut avoir des enfants qui sont plus fragilisés économiquement que d'autres. On peut avoir des enfants qui ont d'excellentes capacités à générer de l'argent et à accumuler des richesses versus d'autres. Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir forcément maintenir une stricte égalité de son vivant en matière de transmission? Alors, je vais te donner mon avis là-dessus. Tout est contrôlé, tout est mesurable, tout est encadré. Moi, je pense que c'est à chaque famille de faire ses propres choix là-dessus. J'en reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure. Si on a une famille qui s'entend bien, ça pose jamais de problème.
Si on est une famille déjà un problème, il y aura encore plus de problèmes. Donc j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. J'ai juste envie de dire aux gens, faites ce qui vous semble être juste et bon, et vous verrez plus tard si ça génère des ennuis ou pas. Si vous êtes une famille à pseudo-problème, il y aura forcément des problèmes. Sinon, tout ira bien, quoi. C'est une question d'entente familiale. J'ai une amie qui a été confrontée à ça, je me rappelle, quand elle m'avait raconté son histoire à l'époque, ça m'avait paru, waouh, c'est bizarre quand même. Elle est issue d'une fratrie de 3 sœurs et elle et une de ses sœurs, étaient un peu mieux installées dans la vie, en couple, avec ou sur le point d'avoir des enfants, avec une assise financière un peu plus, confortable, et une troisième sœur qui était, seule avec un métier, peu valorisé financièrement, et les parents avaient fait le choix de l'aider, de manière importante, elle, à accéder à la propriété, en faisant signer aux 2 autres sœurs, une forme de renonciation au fait qu'elles ne contestaient pas, qu'il y ait eu un don, à cette sœur-là, et les 2 autres l'avaient accepté totalement, en fait. Et donc ça rejoint ce que tu dis, l'idée que, ça a été dit, ça a été discuté, les parents ont expliqué pourquoi ils faisaient ça, et qu'ils estimaient que, une des 3 avait davantage besoin, d'aide, et les autres, ont compris le geste. Donc ça représentait quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été donnés à une sœur et pas aux autres. Et ça rejoint ce que tu dis effectivement, que mais enfin voilà, il faut vraiment que ça se fasse sans que ça nourrisse des rancœurs, et que c'est pas pour que ça pète à la gueule 20 ans après. Mais c'est possible, mais il faut vraiment que ce soit, je pense, discuté, concerté, en bonne intelligence, dans une famille qui s'entend bien, quoi. C'est comme l'équilibre, hein. C'est un sacré job de maintenir une entente familiale. Et dans un autre registre, une de mes lectures de cet été, c'était le fameux best-seller américain The Millionaire Next Door, dans lequel ils mettent en avant de nombreuses études qui montrent qu'un parent qui donne de l'argent à son enfant, ne favorise pas, à son enfant adulte, ne favorise pas chez cet enfant euh, sa capacité à accumuler de la richesse, à se débrouiller, parce que il est dans cette forme d'habitude de recevoir des parents ou d'être secouru, et que il ne crée pas les conditions économiques autour de lui pour transformer ce qui peut générer lui-même comme richesse dans son boulot, etc., en quelque chose de encore plus profitable, quoi. Donc quelque part, enfin, si tu veux, il y a, oui, je donne à mon enfant d'un point de vue fiscal, c'est hyper intéressant. Et est-ce que je le rends service? Donc évidemment, là, on est en train de parler d'un autre sujet, mais c'est pareil. Je te demande ton aide. Enfin, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue aussi, tu vois. Mais est-ce que c'est toujours favorable de donner de l'argent à son enfant si on déplace le problème? Delphine, je pense que fondamentalement, dans nos gènes, transmettre à nos enfants, c'est inscrit, et crois-moi, j'en sais quelque chose. Ce qui me pose un énorme problème de conscience par rapport à tout ce que je vois et tout ce que je vis aujourd'hui, c'est que, on l'évoquait tout à l'heure, hein, 80% des actifs des Français aujourd'hui, c'est de l'immobilier. Pour l'anecdote, 60% des richesses du territoire sont détenues par des seniors, donc à 80% de l'immobilier. On transfère de l'immobilier à nos enfants. J'ai juste un méga problème. C'est qu'on est tellement ancré sur l'immobilier que plus personne pense à faire tourner des entreprises dans notre pays. Et c'est ce qui me désole. C'est que tous les capitaux de notre pays sont figés, bloqués dans de l'immobilier qui ne génère pas d'emploi. Je préférerais tellement voir des familles transmettre à leurs enfants des entreprises qui créent de la richesse, qui génèrent des emplois. Voilà. J'adore mon job, je suis ravi de ce que je fais. Le seul truc qui me désole, c'est que en France, on n'est absolument pas inscrit dans l'économie productive pour le moment, et je pense que ça nous posera à très court terme de très gros problèmes, parce qu'on a beaucoup de richesses, mais qui est figée dans l'immobilier. Et notre drame, c'est celui-là. Voilà, c'est le seul truc. Tu vois, donc oui, transmettez un maximum à vos enfants, parce que c'est le fruit d'une vie de travail, c'est le confort. On veut que nos enfants soient mieux que ce qu'on ait eu nous-mêmes.
Mais en revanche, inciter tout le monde à créer de l'économie productive pour la France, pour créer des emplois, créer de la valeur, et ensuite, pourquoi pas acheter de l'immobilier. Mais on ne fait pas les choses dans l'ordre en France encore. Et d'ailleurs, le sujet de la transmission des entreprises, c'est aussi un gros sujet. Enfin, il y a la valeur de ses parts, il y a aussi éventuellement la valeur matérielle en fonction de la nature de l'entreprise. Si c'est une entreprise qu'on a créée 100% dans la famille, il se pose des questions. Si c'est une entreprise qu'on a créée aussi avec des associés extérieurs, bah, les questions sont pas les mêmes. C'est-à-dire, s'il m'arrive quelque chose, qui hérite de mes parts, qui rentre au capital de cette entreprise, en ayant ou pas du tout l'envie d'y être. Et ça, c'est des choses c'est aussi des préoccupations dont tu t'occupes. Absolument. Ouais, cool. On a deux cas de figure. Alors, il y a des outils juridiques archi connus de tout le monde qui existent là-dessus. C'est le fameux pacte Dutreil. Mais au-delà de ça, on a effectivement de plus en plus de chefs d'entreprise qui, eux aussi, anticipent la transmission économique de leur outil de travail, leur entreprise. Et oubliez pas non plus qu'on a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui sont à la tête d'entreprises qui décèdent. Et la valorisation des entreprises font gonfler les frais de succession. Je reviens toujours au même sujet. Et que ne pas connaître ce montant fait qu'on a des entreprises qui ferment puisque les héritiers n'ont pas les moyens de payer les frais de succession. Donc là aussi, on détruit de l'emploi, on détruit de la valeur. Et comme de nombreux chefs d'entreprise sont plutôt vieillissants, ça fait partie de nos problématiques de les alerter aussi sur le sujet le plus vite possible. On n'a pas cette culture en France d'anticiper, c'est terrible, hein. Mais j'espère qu'avec le temps, ça, et grâce à des gens comme toi, ça changera. Mais effectivement, il y a des outils qui sont pas loin de celui de la donation tous les 15 ans pour les particuliers, qui s'appelle Pacte Dutreil pour les entreprises, qui permettent de fluidifier tout ça. Là aussi, ça demande de l'entente, de la confiance, etc., etc. Mais transmettre une entreprise coûte pas plus cher que de bien transmettre un appartement si on l'organise en fait. Et prenons le cas où moi je montais une entreprise avec quelqu'un qui n'est pas de ma famille, enfin qui est pas lié à moi. Je décède, mon ayant droit, enfant ou conjoint, hérite de mes parts. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui permettent, enfin qui empêchent finalement la transmission à quelqu'un de sa famille et qui peuvent permettre le bénéfice intégral de la cession de parts à l'autre associé qui a construit de la valeur dans cette entreprise? En gros, est-ce qu'on peut déshériter ses enfants ou ses ayants droit de capitaux mobiliers? Alors, on peut tout faire. Tout est possible, tout est réalisable. Nous, on a des clients qui nous demandent de tout mettre en œuvre pour déshériter leurs enfants, par exemple. Ça arrive, hein. De tous les cas de figure qu'on a traités, on a eu plusieurs de ce type-là. Donc, tout est possible, tout s'organise. Après, c'est comment dire, une question d'organisation. Donc, c'est très difficile pour moi de répondre à ta question. Ce que je sais, c'est si jamais tu étais à la tête d'une entreprise qui était valorisée 10 millions d'euros et que tu détiennes 50% de ses parts, eh ben, on demanderait ton fils serait imposé sur 5 millions d'euros. Sur 5 millions, ouais. Ouais, de la valeur des parts qu'il va et recevoir. S'il voulait vendre ses parts, eh bien, effectivement, il faudrait trouver quelqu'un qui a les liquidités pour lui racheter 5 Ça, millions. c'est une autre étape. C'est-à-dire qu'il va d'abord régler ses frais de succession et puis après, il vendra ses parts. Il faudra faire les choses dans l'ordre. Donc, ça résout pas tous les problèmes. Ça prend du temps, c'est long, c'est compliqué. Et effectivement, probablement que le seul qui sera en mesure de racheter, c'est l'associé avec qui tu as monté l'affaire au départ. Et encore, pour lui, c'est compliqué. Se retrouver à racheter 50% des parts, si elles sont valorisées à ce prix-là, j'imagine que voilà, c'est pas évident. Ça c'est l'exemple type qui justifie, quand on a une boîte qui est valorisée quelques millions d'euros, tout ça, ça justifie d'anticiper certaines situations via des ingénieurs patrimoniaux. Je vous rappelle pour l'anecdote qu'on a 6 vrais ingénieurs patrimoniaux chez nous, hein, c'est eux qui nous aident à digitaliser toute la profession, mais on reçoit aussi régulièrement et tous les jours des clients qui viennent nous consulter ou qui ont des objectifs précis de ce type. Donc on les reçoit ici au bureau à Paris pour justement traiter ce type de problématique.
Dans un épisode d'un autre podcast que j'écoutais, heu, je il était, on les 2 chercheuses, en fait, étaient interviewées, suite à la sortie de leur livre qui s'appelle «Le genre du capital» et elles utilisaient cette expression qui s'appelle la comptabilité inversée pour décrire le phénomène dont tu parlais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire celui, qui consiste à tu as une famille, qui vient voir un expert, quel qu'il soit, ingénieur patrimonial et cetera, ou un notaire parce que bon, voilà, il y a aussi des familles qui vont voir des notaires même si on l'a bien compris, tu trouves que c'est pas les mieux armés pour répondre à toutes ces questions, et qui viennent avec des souhaits, c'est-à-dire bon, bah, nous, peu importe ce que dit le droit, on veut que ça revienne à telle personne, que ça revienne à telle personne, que ça revienne à telle personne. Vous faites ce que vous voulez, mais vous vous démerdez. Et elles expliquent que souvent, quand c'est comme ça, les hommes héritent davantage des biens professionnels, des biens immobiliers les plus valorisés parce qu'on estime qu'ils en feront un meilleur usage, les actions, les obligations, etc. Et que les femmes recevaient des compensations financières, mais sous-évaluées parce que les biens immobiliers, les biens mobiliers, les biens professionnels ont été souvent sous-évalués dans le cadre de la succession. Est-ce que quand tu dis que tout est possible, tu fais un peu référence à ces mécanismes-là? Tu es en train de m'entraîner sur la discussion homme-femme. Bah, c'est, un peu, oui, clairement. Alors c'est pas que entre hommes-femmes, hein, ça peut être, que des héritiers, mâles, avec un cadet, un aîné, un chouchou, un qui se démerde mieux, l'autre qui se démerde moins bien. Il se trouve que dans les faits, dans ce livre-là et moi j'ai pas fait l'étude sociologique, mais elle relate effectivement qu'on constate souvent ces différences-là entre hommes et femmes. Il y a à la fois la question de, est-ce que toi, tu es confronté à ces mécanismes de comptabilité inversée où on se débrouille pour que le droit, enfin, les volontés coïncident avec le droit ou l'inverse, et que ça se fait souvent au détriment de un ou deux, une personne dans la fratrie qui se trouve être souvent la femme? Alors, Delphine, très clairement, moi j'adore l'approche qui consiste à se dire, voilà ce que je veux, et derrière on adapte le droit, ou on regarde ce qu'il est possible de faire. Ça, c'est la très bonne approche. Deux, en ce qui concerne la ségrégation à l'égard des femmes, à mon avis, c'est un truc qui a disparu de tout ce qui est fait depuis au moins 10 à 15 ans partout. De tout ce qu'on a traité, j'ai jamais vu une situation économiquement dégradante sous prétexte que la personne soit de sexe féminin. C'est un truc que j'ai jamais vu, ni qu'on nous a jamais demandé. Et ça viendrait plus jamais, à mon avis, à l'idée à personne de le faire. Mais c'est très perso, hein. Peut-être que j'ai pas rencontré les bonnes situations, mais dans l'immédiat, j'ai jamais rencontré ce cas de figure. Et d'ailleurs, les profils de gens qui viennent te voir, on est sur quel montant? Est-ce que tu as un montant moyen de patrimoine? Alors, de montant de patrimoine que je traite en direct pour les particuliers sur le grand public, on est aux alentours de 550 000 euros en moyenne. Tout compris, le montant d'évaluation des biens, Absolument. les biens professionnels, les biens liquides, Alors, ça c'est une moyenne sur 70 000 utilisateurs. OK. La moyenne des clients des CGP en matière de patrimoine, c'est 3,2 millions. La moyenne des clients qui passent par les réseaux salariés d'assureurs est un peu en dessous, elle est de 3 millions d'euros. Ce que tu veux dire, c'est qu'effectivement, quand tu te retrouves chez un professionnel, on voit que c'est réservé vraiment à des clientèles, beaucoup plus aisées, fortunées, que, ton outil évidemment est beaucoup plus démocratisé. Est-ce qu'on pourrait, ça commence à être intéressant à partir de 550 000 ou, clairement il se passe des choses quand tu es juste propriétaire de ta résidence principale et qu'elle vaut, 150 000? Alors, très clairement, dès qu'il y a 500 000 euros de valorisation et qu'on est tout seul à bord, par exemple avec un enfant, ça vaut le coup de s'en préoccuper. Et je vous rappelle que la valorisation d'un appartement,
il vaut 500 000 euros, même s'il y a encore 18 ans de crédit dessus à régler. Hein. D'accord, ok. Ça se compte pas Et donc, comme ça. non, non, ça ne se compte pas au nombre de mensualités restantes à payer, c'est de la valeur à un instant T d'un appartement. Donc, dès qu'on détient 500 000 euros d'actifs, et si on a un enfant, ça vaut le coup de s'en préoccuper. Si on a 2 enfants, c'est pas grave encore. Pourquoi? Mais tout, mais puisque puisque il y a des fameuses franchises de droits par parent et par enfant qui permettent, si tu as, c'est là où l'impôt aux frais de succession est très injuste. Hein. Si tu détiens 1,5 million d'euros ou 2 millions d'euros de patrimoine et si tu as 6 enfants, il n'y aura pas de frais de succession. Si tu détiens un appartement de 500 000 euros et un enfant, il se peut qu'il y ait des frais de succession. Parce que, tu veux dire oui, mais en fait, enfin, en théorie, il y a pas de frais de succession si tu as optimisé ton truc et que tu as utilisé les dispositifs. En revanche, si tu te retrouves post-mortem avec 2 millions et 6 enfants, tu auras des frais de Non, non, succession. Delphine. Non, non, du tout. Non, non, c'est bien ce que je dis. Et si j'ai 50 ans, 2 millions et demi de patrimoine, 6 gamins, je meurs demain, il y aura pas de frais de succession. Si en revanche j'ai un appartement de 600 000 euros, un enfant, il se peut qu'il y ait des frais de succession. Est-ce que la raison derrière ça, elle est beaucoup trop complexe à décortiquer là maintenant? Ou est-ce que déjà parce qu'évidemment, tu t'en as trop dit ou pas assez. Moi, j'ai envie de comprendre, mais est-ce qu'on est vraiment de l'ordre d'une complexité qui serait difficile à expliquer là? Ou est-ce que tu as des éléments à nous apporter? Non, tu te souviens tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait des franchises de droits par Mmh. parent et enfant de 100 OK. 000 euros tous les 15 ans. Donc, si j'ai 6 enfants et qu'ils ont chacun 100 000 euros de franchise de droits de succession, ça me permet de couvrir 599 000 euros de frais de succession. Donc, aucun de mes enfants ne sera... ma succession ne sera à coût zéro, en fait. Mais là, on parlait de 2,5 millions tout à l'heure. Excuse-moi alors. Ok. J'ai presque envie de te dire, enfin, chaque enfant a une franchise de droit de 100 000 euros. Mmh. Plus je vais avoir d'enfants, plus ça va couvrir le montant de mes frais de succession. OK. Tu me suis? Si j'ai 1 million d'euros et un enfant, il y aura 300 000 euros de frais de succession à payer. Si j'ai 1 million d'euros et 3 enfants, il y aura 0 euros de frais de succession. Je schématise volontairement, ne retenez aucun chiffre de ce que je vous indique. OK. Mais en gros, ça veut dire ça. OK. Alors, moi, honnêtement, ma conclusion, c'est que probablement que c'est mieux d'aller s'informer et de pas se dire: «Ouais, mais Olivier, il a dit que si on n'avait qu'un enfant» et cetera. Je pense que le mieux, c'est quand même d'aller faire la simulation et de savoir à quoi s'en tenir, concrètement, quoi. Delphine, je suis complètement d'accord avec toi. C'est rassurant, c'est gratuit de toute façon. Il n'y a pas d'engagement, donc n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Gros merci à toi de vulgariser tous ces gros sujets qu'on doit vraiment tous ensemble faire évoluer en France. On a beaucoup d'années de retard culturellement à rattraper, donc merci à vous tous et énorme merci Delphine. Est-ce que, tu as envie si tu avais une question que tu voulais poser aux auditeurs pour les interpeller, c'est ton métier en fait, un énorme métier de pédagogie, finalement à faire et du coup, bah, je t'offre une tribune parmi d'autres, parmi toutes celles que tu as dans ton métier. Heu, Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Quelle est la question que tu as envie de poser aux auditeurs, là maintenant pour les interpeller? En fait, j'ai 2 questions. C'est est-ce que vous connaissez le montant de vos frais de succession? Mmh mh. Ou est-ce que vous connaissez le montant de frais de succession que vous aurez à régler? Et si jamais vous n'avez pas la réponse, ben, je serais ravi de vous l'apporter. Alors, moi, honnêtement, on se connaît depuis pas mal de mois maintenant. Je suis même pas allée faire l'exercice en ligne. D'ailleurs, une question que je me pose, c'est que, si j'allais sur ton site et que j'avais envie de faire l'exercice, et que je connais pas tellement, le patrimoine de mes parents dans le détail, hem, qu'est-ce concrètement, est-ce que je peux le faire? Est-ce que ça sert à rien? Ou est-ce que, si j'ai des grandes approximations, ça peut passer?
Eh ben, j'ai envie de te dire, fais-le entre guillemets à la louche. Au moins, tu verras si c'est 20, 30, 40, 50, 200 ou 400 000 euros. Donc, hésite pas à le faire, même à la louche. En fait, moi, je vais savoir ce que, tu vois, je vais à peu près avoir une visibilité sur les biens immobiliers. Et je pense que la plupart des gens qui nous écoutent se diront, bah, bon, je peux évaluer la valeur d'un bien parce qu'on peut tous aller en ligne et taper prix du mètre carré dans telle commune, à peu près évaluer la surface du bien, etc. et faire un vieux calcul. Par contre, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui se disent, mais moi, j'ai aucune idée de savoir si mes parents ont une assurance vie, combien ils ont mis dessus, combien ils ont placé en bourse ou je ne sais pas quoi, dans tel ou tel dispositif, et puis encore moins leur disposition testamentaire s'il y en a. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui savent même pas si leurs parents sont mariés sous quel régime. Tu vois, rien que ça. Donc, mais bon, en tout cas, voilà, ce que tu conseilles, c'est de le faire au moins pour trucs basiques, c'est-à-dire l'immobilier, quoi, s'il y a de l'immobilier. Ouais, faites le calcul de base, ce sera un bon moyen d'évoquer le sujet et de rentrer dans les détails après, mais faites ça de façon transparente et unie avec vos parents. C'est pas la peine de forcer la main, c'est pas la peine de bousculer qui que ce soit. Il vaut mieux avoir une approche pragmatique. Et je pense que beaucoup de parents seront aussi flattés que leurs enfants se préoccupent du sujet. Et leur apporte peut-être un éclairage un peu innovant sur le sujet. Dans tous les cas, je vous souhaite bonne chance. Je sais que ça nécessite un peu de courage, mais comme maintenant, a priori, vous avez tous les éléments, ce sera à vous de décider. J'aime bien ce que tu dis sur le fait de ne pas brusquer non plus, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous écoutez le podcast aujourd'hui, que vous avez une révélation, que vous êtes allé sur le site, que vous avez fait votre simulation, que vous êtes obligé d'amener ça à l'apéritif dimanche midi et de leur imposer que non, mais avant le 31 décembre, on a réglé tout ça, hein, les cocos. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que peut-être le temps qu'il vous a fallu à vous pour mûrir le sujet ne sera pas le temps qu'il faudra aux autres personnes de la famille pour arriver aux mêmes conclusions. Et donc, ça peut bloquer du côté des frères et sœurs, ça peut bloquer du côté, j'en sais rien, des oncles et tantes, des parents. Donc, j'aime beaucoup l'idée que, voilà, il faut en parler, il faut amener le sujet, mais peut-être que le déclic aura lieu un peu plus tard chez les autres. L'important, c'est de montrer qu'on est responsable. C'est mon avis. Eh bien, ce sera le mot de la fin, alors du coup. Soyez responsables, n'attendez pas, ne brusquez pas, mais voilà, soyez responsables dans votre démarche. J'aime beaucoup et c'est ce que j'ai envie de retenir. Merci Olivier. Merci Delphine, au revoir et j'espère à bientôt. À très bientôt, salut les auditeurs, ciao. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Maintenant, on passe à la pratique en suivant les conseils d'Olivier. 1. Vous faites la simulation de vos futurs frais de succession sur masuccession.fr avec les informations dont vous disposez, qui sont en général jamais totalement complètes, mais moi je l'ai fait, donc vous pouvez le faire. 2. Avec le résultat de cette simulation, vous initiez une discussion avec vos proches. Et enfin, 3. Vous passez à l'action pour réduire ces frais et vous protéger, vous et tous les ayants droit de la future succession. Je compte sur vous pour ne pas remettre ce sujet au calendrier grec. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.